Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes plus que ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e émission du Live Innovation, toujours avec notre partenaire Atraxis, représenté ici présent par Julien Fischer. Vous êtes cofondateur Atraxis, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que ce nouveau rendez-vous audiovisuel de Secours Mag est à suivre tous les 2 mois sur notre chaîne YouTube. Notre émission d'aujourd'hui sera consacrée au Lab Secours et nous commencerons cette émission avec une présentation théorique de ce sujet par Julien Fischer. Avec nous également sur ce plateau, Florent Vallée, délégué national secourisme, planification et opération à la Croix-Rouge française. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Par la suite, nous partirons sur le terrain grâce à notre reportage sur l'accélérateur 21 justement à la Croix-Rouge française. Nous finirons par aborder les innovations présentes dans le monde du secours ainsi que notre innovation internationale, le choix de la rédaction. Nous remercions notre partenaire à propos que nous retrouverons un peu plus tard dans l'émission et tout au long de l'émission, surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans l'espace dédié juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Secours Mag ainsi qu'à notre newsletter pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Si vous avez une innovation à nous envoyer, n'hésitez pas non plus à nous l'envoyer à notre adresse mail qui s'affiche juste en bas de votre écran, juste ici. Et je laisse maintenant la parole à Julien Fischer. Écoutez, merci. Monsieur Fischer, c'est à vous. Merci beaucoup, Morgane. Écoutez, merci déjà de ce live innovation dédié au Lab Secours. Donc, l'idée d'aujourd'hui est histoire de vous présenter, on va dire, un petit peu ce que c'est le Lab Secours, en quoi il pourrait justement servir à notre chaîne, plus ou moins pour les services d'incendie et de secours plus précisément. Je vais vous commencer à vous parler de 3 histoires, on va dire, pour un petit peu résumer et surtout pour démontrer, on va dire, la nécessité d'avoir un canal, un chemin d'accès, on va dire, différent pour l'innovation. Je vais vous prendre l'exemple d'un caporal qu'on a fait connaissance, qui avait inventé, on va dire, une innovation pour mieux, vous avez visualisé les adresses, notamment en monde rural ou dans la garrigue, par exemple, pour mieux guider, on va dire, les sapeurs-pompiers en cas de secours. Donc pareil, face à son innovation, j'ai une idée, je suis un opérationnel de terrain, j'ai un irritant, je ne sais pas comment en sortir. En tout cas, je pense que cette solution-là va permettre d'améliorer, on va dire, les secours. Donc du coup, vers qui je me retourne ? Deuxième exemple, un adjudant ou un sous-officier qui invente un nouveau procédé justement pour mieux préparer, pour que les pompiers soient vraiment plus en sécurité lors des incendies notamment, avec une préparation mentale, quelque chose. Même chose, vers qui je me retourne pour la mise en œuvre et pour la dissémination à l'ensemble de mes collègues sur l'ensemble du territoire. Troisième chose, un officier aussi de sapeurs-pompiers qui invente un nouveau procédé pour, d'une manière écologique, mieux recycler, on va dire, les tenues de nos sapeurs-pompiers, en fabriquant notamment des isolants pour nos casernes et nos bâtiments pour redonner une seconde vie justement aux tenues, pour leur détruire, au lieu qu'elles soient enfouies en déchets classiques. Même chose, comment je fais ? Et c'est là qu'il y a la nécessité, on va dire, d'avoir une voie d'accès, on va dire, pour les innovateurs potentiels qui sont dans nos SDIS, qui sont dans nos casernes, pour pouvoir justement proposer leur innovation et qu'elle soit disséminée sur l'ensemble du territoire si elles apportent une plus-value nécessaire. Je tiens à préciser quand même que les SDIS et les services d'incendie et de secours, en 2019, c'était quand même 4,8 millions d'interventions. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est aussi une capacité de pouvoir avoir ces irritants terrain du quotidien et pouvoir, à travers l'expérience et l'expertise de nos collègues sur le terrain, justement trouver des solutions et des mécanismes pour mieux secourir, pour mieux sauver des vies, pour aller plus vite dans notre réponse et dans notre chaîne de valeur du secours que l'on connaît aujourd'hui. Nous, le Lab, on le conçoit vraiment sur 2 aspects aujourd'hui. Sur le premier, qui est vraiment d'améliorer la réponse aux citoyens et aux usagers. Pour nous, ça, c'est un point vraiment fondamental, parce que à quoi ça sert d'innover si ce n'est pas pour être plus performant vis-à-vis de la mission qui nous est confiée. Donc ça, c'est le premier point. Le second, il est d'améliorer la sécurité des intervenants et des collègues qui sont sur le terrain au quotidien et qui prennent des risques, justement, pour pouvoir sauver plus de vies. Donc ça, c'est vraiment les 2 points fondamentaux, on va dire, du Lab du secours tel que l'on conçoit aujourd'hui. Concrètement, il va aussi servir à quoi ? Je pense à 5 aspects. Il va servir à accélérer justement ces projets et les accompagner dans le développement de son projet. Parce que c'est pas simplement, je bricole quelque chose dans mon coin, dans ma caserne. Après, il y a toute une chaîne aussi à construire
pour justement que ce projet soit viable et qu'on puisse justement le disséminer. Parce qu'on a des problèmes normatifs, parce qu'il y a des problèmes juridiques aussi à capter. Il faut faire attention à ce que l'on fait et il faut justement encadrer ça. Et ça, aujourd'hui, dans nos structures, qui sont purement vraiment axées sur l'opérationnel, on n'a pas forcément tous les experts dans chaque SDIS pour pouvoir faire ça. Le deuxième point, il est aussi de pouvoir avoir une centralisation plus ou moins d'une veille technologique, même si dans les territoires, il faut veiller partout. Ça, on en est bien d'accord. Par contre, effectivement, il faut un endroit quand même aussi qui puisse centraliser cette veille pour pouvoir disséminer aussi en fonction des projets sur les territoires. Le deuxième point, forcément, dans un but d'optimiser cette ressource, tout simplement, comme je viens de le dire. De développer aussi cette culture d'innovation au sein de nos organisations. Parce que si on n'a pas une structure justement dédiée à ça, comment mettre une culture en place au sein de nos territoires, aussi pour dynamiser un écosystème industriel et du monde de l'entreprise qui s'intéresse au monde du secours, qui est vraiment fabuleux, où il y a énormément de besoins, je pense au monde du numérique, mais aussi à d'autres besoins, où justement peuvent nous aider à sauver plus de vies au quotidien. Et puis créer, comme là aujourd'hui, effectivement, avec la Croix-Rouge, ce lab secours, aussi pouvoir catalyser, on va dire, un petit peu l'univers des secours et pouvoir aller vers d'autres écosystèmes, vers d'autres labs, vers d'autres sujets à l'international ou en France, connecter ces ponts et ces passerelles pour justement faciliter et disséminer, on va dire, l'innovation. Donc c'est pas un service de plus, c'est pas une entité en plus dans le paysage, dans la conception, c'est vraiment un lieu de rassemblement, on va dire, des acteurs du secours, du quotidien, pour vraiment continuer à améliorer notre réponse opérationnelle vis-à-vis des usagers. Voilà, on va dire un petit peu la conception du lab secours telle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fischer, pour cette introduction théorique. Justement, rentrons dans le concret maintenant, dans le vif du sujet. Nous venons de l'apprendre, le président a annoncé 7 milliards d'euros pour la création d'une agence innovation santé d'ici 2030. Donc, on va avoir une agence innovation transport, on a une agence innovation armée. À quand, Monsieur Fischer, une agence innovation secours ? Écoutez, je ne suis pas là pour savoir cette question, peu importe après le nom que ça porte ou par quelle institution plus ou moins c'est porté, bien au contraire, si c'est porté au niveau institutionnel, c'est très bien. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, on a une mutation générale de l'environnement de notre organisation, pas que du monde des secours, pas que des pompiers, le monde de l'entreprise est perturbé par une chose, la santé comme vous l'avez dit, le transport, d'où la création certainement de ces agences. Nous sommes dans un environnement numérique aujourd'hui qui bouleverse justement tout ça. Michel Serres nous livrait avant sa mort, notamment, que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui connaît sa 3e plus grande crise anthropologique majeure de notre temps, parce que ça bouleverse, on va dire, tous les modes de communication entre les personnes, et c'est l'apparition du numérique. Et si on n'est pas en capacité de se connecter, on va dire, à ce changement fondamental de notre environnement, au niveau des secours, on va rater quelque chose pour l'avenir. Et c'est vraiment ça, on va dire, c'est pour construire. Il le disait, d'ailleurs même lui, j'aimerais avoir 18 ans, de ses hautes des 90 ans, il disait ça, j'aimerais avoir 18 ans, parce qu'aujourd'hui tout est à réécrire, tout est à réinventer. Et bien, je pense que c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que ces connexions de ces chaînes-là, que ce soit le transport, que ce soit la santé, que ce soit les secours, qui sont des choses qui sont organisées depuis des années, on doit les connecter avec ce changement d'environnement. Donc peu importe le nom, peu importe ça, le tout c'est ce qu'elle va produire sur le terrain et concrètement pour les citoyens demain. Donc c'est vraiment un petit peu l'idée. D'accord, du coup vous nous avez évoqué vraiment le lab secours. Pour vous, qui participera à ce lab secours ? Le premier point déjà, c'est en interne, je pense. Aujourd'hui on a quand même 253 000 sapeurs-pompiers. Je pense que cela, déjà, c'est 253 000 innovateurs potentiels qui sont confrontés aujourd'hui à des théâtres d'opérations, on va dire, à des opérations quotidiennes avec des irritants importants. Et je pense que c'est eux déjà, le premier point. Mais il faut se structurer quelque chose pour pouvoir faire remonter, on va dire, ces idées. Le deuxième point, c'est en France aujourd'hui, et ça va aussi un petit peu, c'est que le nouvel environnement que je vous parlais tout à l'heure, en fait, produit des pépites technologiques aujourd'hui qui peuvent nous intéresser. Et ça, il ne faut pas les perdre. Et ça, ces entreprises-là, ces startups, le monde de la startup peuvent nous aider à améliorer notre chaîne de secours. Faut-il encore pouvoir se connecter à elles ? C'est pouvoir aussi identifier que leur technologie peut pouvoir nous aider, parce que peut-être qu'ils seront dans le monde du transport, mais ça peut peut-être aider les sapeurs-pompiers. Ils seront peut-être dans le monde de la santé, mais ça va peut-être intéresser aussi les sapeurs-pompiers ou les associations agréées de sécurité civile. Donc il faut vraiment qu'on puisse aussi avoir ces acteurs-là
avec nous. Et le lab, ben forcément, aussi, il faut une équipe très diverse, ça c'est aussi les acteurs concrets, justement pour les choses que j'évoquais tout à l'heure, une équipe diversifiée pour répondre aux enjeux juridiques, aux accompagnements, on va dire, de développement de ces entreprises, aux accompagnements aussi, d'accompagnement au changement de nos collègues sur le terrain qui vont devoir intégrer dans l'univers opérationnel ce type de technologie. Donc voilà, on va dire un petit peu les acteurs de ce lab secours tel que nous le voyons. Monsieur Vallée, on parlait justement des associatifs, avoir un peu ce mix de tout le monde réuni au sein d'un laboratoire de secours, parce que finalement, tout le monde y touche un peu. Est-ce que ça vous parle aussi ou Ça nous parle complètement. D'abord, c'est tout le monde y touche un peu, bien sûr, mais c'est surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est les deux premiers objectifs. C'est la sécurité de nos intervenants. C'est quelque chose qui est encore plus prégnant aujourd'hui et qu'on a mené depuis plusieurs mois, où c'était notre objectif premier, c'est la sécurité. Alors c'était la sécurité sanitaire, mais la sécurité physique des intervenants au quotidien, c'est une problématique sur laquelle on doit travailler. Et puis, effectivement, la personne, on intervient bien dans le secours avec un objectif, c'est sauver une personne, ou en tout cas aider une personne. Et c'est là où il faut s'améliorer. Il faut aussi s'améliorer pour permettre aux volontaires ou aux sapeurs-pompiers de passer plus de temps à faire de l'action plutôt qu'à faire de la paperasse. Comment on peut encore faire des fiches d'intervention en 2021 sur du papier et n'avoir aucun moyen de communication entre les différents services pour passer à du numérique? C'est des choses basiques. Et là, on ne sait même plus de l'innovation. Il y a des solutions qui existent. Voilà, il faut qu'on passe le cap, il faut qu'on passe au 21e siècle, qu'on prenne en compte la dynamique du citoyen. Et j'aime beaucoup ce que vous disiez aussi dans ce changement, c'est que en fait, il y a des éléments. Jusqu'à maintenant, on parlait de sécurité civile, mais on doit surtout parler de protection civile, protection des populations. C'est bien parce que la population se protège et participe à se protéger qu'on s'améliore. Donc, donnons des éléments à la population permettant d'avancer. Demain, est-ce qu'il faut envoyer systématiquement une structure, enfin une ambulance pour une prise en charge? Est-ce qu'on n'a pas des moyens technologiques pour déjà détecter l'urgence, faciliter des choses? Peut-être que demain, on améliorera des points. Avec la télémédecine, avec tout ce qu'on a vu apparaître, hein, mais avec des vrais dispositifs qui vont être de plus en plus innovants, c'est là où ça va jouer. Moi, j'ai juste revenir, je pense que l'innovation, c'est aussi une culture. Il faut qu'on change de culture, qu'on change de paradigme. Il faut se mettre dans la tête que tous on peut innover, tous on peut apporter des choses, et il faut le regarder, il faut ouvrir ses yeux, il faut écouter les gens. Des fois, c'est pas adapté, des fois c'est adapté, des fois c'est un petit truc qu'il faut améliorer, mais il y a vraiment plein de pépites qui se créent dans le monde des startups, qui des fois comprennent pas notre écosystème, parce que l'écosystème français dans le monde de la sécurité civile est quand même très particulier, mais il y a des choses qui peuvent s'adapter, et on a vraiment des atouts à avancer là-dessus, à avancer sur ces innovations et à se mettre dans cet état d'esprit. Monsieur Fischer, justement, du coup, c'est cet esprit de start-up, de comment on accompagnerait ces projets, finalement, comment on arriverait avec ce lab à vraiment faire émerger ces innovations et à leur permettre de vraiment se construire. Écoutez, on aura un exemple très concret, on va dire, par rapport à ça. Comme vous le savez, avec l'appel à projet qui a été initié justement avec la région Île-de-France, BPI et donc Atraxis, avec les services départementaux d'incendie et de secours de la Grande Couronne parisienne, donc le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines, avec qui justement on va commencer, on va dire, les accompagnements dès ce mois de septembre, justement des vainqueurs, on va dire, de cet appel à projet. Donc je rappelle quand même qu'on a 5 je l'espère, projets qui pourront aboutir à quelque chose. Donc un qui consiste à tester, on va dire à pouvoir suivre, on va dire, nos opérationnels, même dans les bâtiments, donc entre guillemets pour les géolocaliser, donc ça c'est un vrai sujet. Un autre pour répondre à la problématique, on va dire plus de médecine préventive et opérationnelle, pour voir un petit peu les contractions musculaires, analyser, on va dire un petit peu au niveau musculaire les sapeurs-pompiers, pour voir quelles sont les pistes d'amélioration aussi qu'on pourrait avoir. On a aussi une solution, un système de communication pareil en mode direct, en mode de le relayer, donc ça c'est vraiment important aussi pour nous. Et aussi une structure pour tout ce qui est graphisme, visualisation 3D des bâtiments. Donc ça c'est des projets qu'on va suivre. J'en ai oublié une aussi pour tout ce qui est télécommunication avec satellite. Aussi on a ce type d'innovation. Donc là l'enjeu, on va dire, est d'accompagner on va dire ces startups, ces entreprises,
Dans l'univers qui était évoqué, un peu particulier des fois pour cet environnement, pour les startups, l'entreprise ne connaît pas finalement peu le monde des secours. Les accompagner dans nos services départementaux d'incendie et de secours et essayer de construire et développer ces projets sur une phase, un accompagnement de 18 mois. Et puis on verra les expérimentations, ce qu'elles auront donné après. Mais c'est vraiment tout l'objet, on va dire, du lab, et c'est surtout ça, cette volonté-là, c'est de pouvoir expérimenter, parce que si on n'expérimente pas et si on n'essaye pas, on ne va pas trouver quelque chose, on ne va pas pouvoir faire évoluer une technologie, on ne va pas pouvoir la décaler un petit peu sur la gauche ou sur la droite pour qu'elle soit beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace, on va dire, dans notre environnement opérationnel. Et c'est surtout ça qu'il faut pouvoir créer en termes de dynamique. Oui, finalement, l'expérimentation, c'est un peu aussi au cœur des laboratoires. C'est vraiment ça, c'est l'expérimentation terrain. C'est ce que vous faites aussi à la Croix-Rouge, vraiment de pouvoir avoir une idée, une innovation et de voir sur le terrain qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne réellement et est-ce que vraiment ça vaut la peine du coup de s'investir ensuite par la suite. J'imagine qu'il y aura aussi un accompagnement financier. Enfin voilà, c'est un accompagnement complet. Donc l'accompagnement financier effectivement sera donc avec le projet Innovop notamment qui a été créé donc avec BPI, avec le soutien de BPI et de la région. Donc pour justement ces startups pouvoir mettre aussi des équipes sur ce théâtre d'expérimentation. Donc c'est tout l'enjeu aussi d'avoir une structure dédiée, comme on nous l'a dit tout à l'heure. C'est de pouvoir aussi capitaliser, on va dire là-dessus, trouver des sources de financement, comment expertiser, donner, on va dire, une solution aussi aux services départementaux d'incendie et de secours qui sont concentrés sur leur cœur de mission, sur l'aspect opérationnel, mais il faut bien aussi des structures dédiées. Et quel serait, on va dire, l'intérêt d'en avoir une dans chaque département? Peut-être des points de contact pour détecter, on va dire, et veiller, et puis voir les entreprises qui sont sur les territoires. Mais après, pour ce type d'organisation, justement, le Lab Secours permet d'avoir, on va dire, des ressources mutualisées pour répondre à ces enjeux et forcément, in fine, à terme aussi, gagner en expertise sur ces sujets. Du coup, vous, l'expérimentation terrain aussi, c'est quelque chose qui vous parle, j'imagine. C'est vraiment le point clé de tout laboratoire de mise en place. Tout à fait. De toute façon, on ne peut pas avoir des mises en production ou d'innovation sans avoir, à un moment donné, de l'expérimentation terrain. C'est indispensable d'adapter au terrain, d'autant plus qu'on a des terrains qui sont complètement divers et variés. Il ne faut pas oublier qu'on a la France métropolitaine, on a avec ses montagnes, ses risques, etc. Mais on a aussi les outre-mer dans lesquels, à chaque fois, tout doit s'appliquer, doit pouvoir s'appliquer, ou alors bien prendre en compte ce qui va être dédié à des zones, dédié à des problématiques et pas à d'autres. Donc, il faut bien le prendre en compte. Après, l'innovation, ça va même au-delà c'est pas que l'innovation technologique. Pour nous, c'est aussi l'innovation dans les modes de fonctionnement, dans les modes d'action, dans les modes d'intervention, dans la façon de prendre en compte les choses, de prendre en compte les personnes, prendre en compte. C'est un ensemble. Voilà. C'est tout un écosystème qui peut. Faut accepter que ça bouge. Le monde, il bouge aujourd'hui. Il bouge extrêmement vite. On était dans un monde de l'entreprise qui était le roi de l'informatique, qui a basculé il y a quelques années de ça, où en fait on fait 10 fois plus de choses en tant qu'individu sur Internet que ce que peut faire l'entreprise, parce que on nous offre des choses beaucoup plus complètes gratuitement que par l'entreprise où il faut payer, etc. Donc c'est plus compliqué. Donc on a complètement changé de prisme. Donc il faut nous aussi modifier nos organisations pour être à l'écoute des gens, ne serait-ce que pour les conserver. C'est aussi une méthode de les valoriser, de les conserver et d'avancer. Et d'avancer avec eux et de leur proposer autre chose, que ça soit dans un SDIS, que ça soit dans une association, que ça soit, enfin, on a quand même une grande particularité qui est un peu la même, on est sur des principes avec des volontaires ou des bénévoles, mais on est bien sur un citoyen qui est engagé, qui a envie de faire améliorer les choses, qui a envie de protéger les autres citoyens, les autres concitoyens, et avancer avec eux. Donc il faut favoriser, il faut valoriser tout ça, et on a vraiment des pépites, on voit des choses assez exceptionnelles, que ce soit dans toutes les associations ou dans les SDIS, des choses qui se sont faites, qui sont magnifiques. La crise de la Covid-19, du coronavirus, on est un exemple parfait. Beaucoup de choses ont été modifiées grâce à de l'innovation, grâce à plein de choses. Covid Tracker, par exemple, je ne sais pas si c'est de l'innovation, en tout cas, c'est un citoyen qui a pris ce domaine, et qui a lancé quelque chose, et ça a marché. Aujourd'hui, dans les aéroports, vous avez des contrôles. Aux aéroports qui sont faits par des SDIS ou des associations. Pratiquement tous les aéroports de France sont sur la même application pour avoir la lecture du barcode, pour aller plus vite, pour fluidifier tout ça. C'est une application qui a été créée par la 2F2S et qui a été mise en place sur toute la France, qui a été démultipliée. Comme quoi, on peut arriver à des choses extrêmement rapides. Et ça, c'est vraiment la Covid qui a permis de faire ça. C'est une association de bénévoles qui a créé cette application qui marche très bien, qui a passé
tous les tests réglementaires obligatoires, bien évidemment. Il y a eu un accord entre l'intérieur et la santé. On a un dispositif qui est exceptionnel, qui fonctionne très très bien et qui nous facilite la vie. Et heureusement qu'ils ont été là, qu'ils ont créé, parce qu'il y a eu des gens qui ont eu cette idée. On l'a pris en compte, tout le monde l'a pris en compte, les ministères l'ont prise en compte et ont permis qu'elle soit développée. Oui, parce que finalement, l'innovation, il y a beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent innover, mais il y a des contraintes. C'est la mentalité, en fait, c'est quoi? On se dit, oui, j'ai une innovation, mais je vais être bloqué. Est-ce que, voilà, on a besoin de faire changer un peu ce regard de la société sur l'innovation et de promouvoir plutôt que d'empêcher, justement? Je dirais, par rapport à ça et cet aspect, on va dire, culturel, ce qui est le plus important, mais encore un peu plus chez nous, on va dire, dans le monde pompier, parce que la culture de l'échec n'est pas du tout là. Et je pense que c'est surtout ça aussi. Certes, il y a des innovations qui fonctionnent et qui vont fonctionner, mais il y en a aussi qui vont échouer. Et ça, accepter, on va dire, de prendre le risque, de faire quelque chose de nouveau pour atteindre des objectifs ou des résultats qu'on n'a jamais eus. C'est ça, en fait, la priorité. Ben forcément, quand on essaye de faire ça et quand on fait ce type de risque, à un moment donné, ça va échouer. Et c'est normal. Et à travers ces échecs, on va pouvoir capitaliser, on va dire, ces expériences. Et peut-être que c'était pas mature là, c'était peut-être pas le moment. Ça sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans où ça sera mature. Peu importe. Mais l'expérience qu'on aura appris à travers cet échec-là, il est là et ça, c'est primordial. Et je pense que si on veut vraiment lancer de l'innovation, on va dire, dans les secours, si on veut travailler ça, c'est pour ça qu'il faut des territoires, il faut des endroits où on peut expérimenter parce qu'on a le droit de se planter. On a le droit de se tromper. Et il faut se tromper pour que ça soit efficace à terme. Et si on n'a pas un cadre, on va dire un peu un pied dedans, un pied dehors de nos organisations, qui valorise, on va dire, un petit peu ces échecs-là et ces prises de risques-là, malheureusement, je pense que c'est difficile aujourd'hui dans les organisations telles qu'on est aujourd'hui, et par rapport au cadre missionnel qu'on nous demande, d'avoir ce périmètre-là, on va dire, de prise de risque. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Et un point important dans l'innovation, c'est aussi pour pouvoir prendre ce risque, c'est aussi d'avoir des financements qui nous permettent de prendre ce risque. Et ça, c'est aussi un problème parfois énorme, c'est de trouver de l'argent pour nous permettre de prendre ce risque. Donc des lignes en fait qui vont être dans nos budgets, qui vont être utilisées à ça, ou potentiellement on peut les perdre. Mais il faut l'admettre, c'est un changement de mentalité, mais on va en perdre une partie pour en gagner beaucoup plus et gagner beaucoup plus. Des fois, c'est pas de l'argent qui va retomber, mais c'est du bien-être, c'est de la qualité, c'est du temps, c'est de la fidélisation aussi. Ça peut être de la fidélisation de nos personnels. C'est aussi extrêmement important. On parle de RSE ou de RSO dans toutes les entreprises. On est dans le monde de l'entreprise, on est exactement pareil. De toute façon, nos volontaires ou nos bénévoles sont dans le monde de l'entreprise. Donc, de toute façon, ils connaissent tout ça par cœur. Donc, ils ont besoin de ça. Et l'entreprise, à côté, innove, facilite à ses salariés pour que ses salariés puissent innover, etc. Et dans le secours, on va tout fermer. Dans nos associations, dans les SDIS, on va tout fermer. On dit non, là, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Alors que, par définition, on a des gens qui réfléchissent, qui sont formatés comme ça. On leur apprend comme ça à l'école. Et il faut rebondir. À nous de rebondir, de les amener et de garder ces pépites, de garder toutes ces bonnes idées. Et j'aimerais rebondir aussi, Laurent, à ce que vous disiez tout à l'heure sur justement un petit peu ce mécanisme. C'est aussi par rapport à la différence technologique que l'on a dans notre canapé, entre guillemets, et avec ce que l'on a, on va dire, dans notre espace missionnel. Cette frustration aussi de bénévoles, cette frustration de sapeurs-pompiers peut-être aussi parfois en caserne, d'avoir, on va dire, entre nos mains, on va dire dans la vie de tous les jours, des choses et des briques technologiques qui facilitent la vie, et ne pas l'avoir pour une mission telle qu'elle est, la plus noble qu'elle soit, qui est d'essayer de secourir et de sauver le plus de gens possible. Et donc ça aussi, c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, on est quand même aussi dans une génération qui est de plus en plus connectée, qui est née avec, et donc il y aura aussi une distorsion, on va dire, si on peut dire ainsi, à terme, on va dire une incompréhension totale entre une organisation qui reste, on va dire, sans trop d'innovation, et alors que tout l'environnement bouge derrière. Et ça, je pense que c'est aussi important pour la fidélisation aussi en termes RH de nos organisations, que ce soit la Croix-Rouge à travers les bénévoles ou que ce soit les sapeurs-pompiers avec les sapeurs-pompiers volontaires. Et on a des gens qui sont connectés à de nombreux écosystèmes, qui ont des compétences. Les bénévoles, je pense qu'on pourra certainement en parler, donc ça doit être exactement la même chose. On a aussi, nous, chez les sapeurs-pompiers volontaires, des gens qui travaillent dans d'autres écosystèmes. On a aussi des sapeurs-pompiers professionnels qui sont très curieux et qui vont voir ailleurs ce qui se passe et qui peuvent justement aussi innover. Donc on a ce mécanisme. Faut-il encore créer les chemins, créer le couloir, créer les espaces d'expression, parce que ça c'est vraiment important, créer l'espace-temps et l'espace de liberté pour pouvoir innover, ça aussi c'est primordial, et c'est à travers ce Lab Secours qu'on aimerait créer ce type d'espace. Donc justement, idéalement,
quand pourrait-on concrétiser ce lab secours? Quand est-ce que vous verriez sa création? La création, déjà, donc là, on est dans une période de préfiguration, si on peut parler ainsi, parce que forcément, avec les 5 expérimentations que je vous ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir, on va dire, valider plus ou moins le concept, voir comment ça se passe avec nos services départementaux, voir comment ça se passe aussi avec les startups. C'est un coup d'essai aussi assez intéressant pour pouvoir aussi modifier certaines choses et l'adapter, on va dire, à notre environnement propre qui est les services d'incendie et de secours. Donc, c'est parti, j'aimerais dire, c'est déjà parti. On est en route. Après, les voies, comme vous évoquiez tout à l'heure, Morgane, sur une création d'une agence, je ne pense pas que ça soit le sujet et le débat, peu importe. Le sujet, c'est d'avoir quelque chose qui puisse permettre au secours d'innover, de contribuer justement à l'amélioration de la qualité du service, peu importe après derrière. Comme je vous ai dit, c'est pas une entité en plus, c'est pas un service en plus, c'est un lieu où on doit se rassembler après, peu importe le nom, peu importe qui portera. En tout cas, là, il est déjà lancé, il est préfiguré et on avance sur ces 5 projets que l'on accompagne. Super, eh bien, merci beaucoup messieurs. On va continuer cette discussion juste après une petite pause de présentation de nos partenaires. Apropos a été créé à Montpellier en 1988. Notre cœur de métier, c'est la conception de logiciels métiers pour les acteurs du secours et des soins d'urgence. Apropos est une structure réactive et hyper spécialisée qui maîtrise les enjeux et le métier de nos clients. Nous croyons en la force de l'intelligence collective et de l'interopérabilité de nos solutions pour optimiser le secours aux victimes. Nous concevons une gamme de logiciels adaptés à nos clients et notamment URSHAP. C'est une solution intégrée de dématérialisation des fiches bilan pour différents métiers. URSHAP s'adresse en effet aux chefs d'agré, aux secouristes, aux ambulanciers, aux infirmiers, aux médecins, etc. C'est évidemment une solution interopérable avec les différents partenaires, par exemple SAMU, CTA Codis, tous les centres de régulation et bien sûr les services d'accueil des urgences. Au-delà, URSHAP permet de digitaliser n'importe quelle fiche opérationnelle papier, comme par exemple les fiches SSO utilisées pour le soutien sanitaire opérationnel, les refus de transport, les questionnaires noyades, etc. Enfin, URSHAP fournit les outils d'analyse des données pour la génération d'indicateurs et de tableaux de bord. Aujourd'hui, URSHAP, plus qu'un logiciel, c'est une communauté d'utilisateurs, acteurs du secours et des soins d'urgence. Actuellement, Apropos a déployé URSHAP dans une trentaine de SDIS partout en France. Il est donc utilisé par des médecins régulateurs du SAMU, des opérateurs des CTA Codis et le personnel des services d'accueil d'urgence. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable.
L'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge 21 a été inauguré le 21 mai 2018, donc il y a 2 ans déjà, avec pour ambition en fait d'être l'un des outils de transformation de la Croix-Rouge française. L'ambition en créant 21, c'était effectivement de mettre à disposition de l'organisation une palette d'outils, des ressources, des humains, un espace, pour permettre en fait tant aux salariés et aux bénévoles de la Croix-Rouge qui observent sur le terrain un besoin de solutions innovantes pour améliorer finalement la performance, l'impact social de la Croix-Rouge justement sur le terrain et qui souhaitent du coup être accompagnés pour développer ces solutions et les déployer ensuite sur l'ensemble du territoire, des unités locales et de tout ce qui constitue le tissu finalement présence de la Croix-Rouge sur l'ensemble du territoire français, qui permettent aussi finalement à la Croix-Rouge française de détecter et de sélectionner des organisations, des associations, des entreprises sociales innovantes qui développent justement des solutions innovantes dans le champ des métiers de la Croix-Rouge et qui pourraient être à même finalement de prototyper, de tester ces solutions sur les terrains d'expérimentation Croix-Rouge pour venir là aussi enrichir la palette de solutions terrain dont bénéficie déjà la Croix-Rouge pour mener à bien l'ensemble de ces actions. Bonjour, je m'appelle Gaspard, je suis l'animateur de la communauté 21. Donc justement ici vous êtes sur le lieu, qui est un espace de coworking, et je vous amène tout de suite au studio numérique où on expose des dispositifs qu'on accompagne dans nos établissements. Le studio, c'est un espace à la fois d'exposition, on expose donc différents dispositifs, c'est aussi un espace justement de formation pour former tous les collaborateurs, les directeurs, les directrices, référents en établissement à l'usage de ces dispositifs au profit de nos bénéficiaires dans les établissements. Et c'est un espace d'expérimentation. L'idée c'est qu'on fasse de l'événementiel, des focus group où on fait venir à la fois des salariés, des collaborateurs. On aimerait bien faire venir même des voisins et des voisines pour tester toujours les dispositifs. Donc là par exemple vous avez Identech qui est une sorte d'appareil photo pour les dents. Donc c'est pour lutter dans les déserts médicaux contre le manque de médecins, notamment de dentistes. Celui-ci qui permet de désinfecter les masques et les appareils du quotidien. Et en 30 secondes c'est désinfecté. Donc je vous cache pas que ça a été transformateur au niveau de tous les établissements, notamment hôpitaux de la Croix-Rouge française. Alors ici on a Exosteam, c'est une tablette qui permet de faire des jeux pour aider au développement cognitif des personnes soit en situation de handicap, soit pour les personnes âgées. Là encore, selon les établissements de la Croix-Rouge. Je vous propose également de regarder Identech. Donc c'est cette grosse machine qui semble sortie tout droit d'un film de science-fiction qui a été développée par H4D. Donc c'est une télécabine qui permet là encore d'être mis en place notamment dans les déserts médicaux et qui permet de prendre toutes ces constances. Je peux prendre ma saturation en oxygène, ma température, ma prise de pouls en faisant des tests auditifs et des tests visuels, d'être avec un médecin à distance qui nous donne des ordonnances sans avoir besoin de réserver un rendez-vous et de faire le déplacement, que ce soit du côté du médecin ou du côté du bénéficiaire. On est très content à 21 d'héberger le studio numérique. On est très content pour permettre aux salariés qui sont là-haut de descendre à 21 pour regarder un peu ce qui se passe. Cette petite équipe, un peu le hors-bord de la Croix-Rouge qui est sur des sujets innovants. On a vraiment envie de leur montrer comment on peut transformer ce gros paquebot, cette grosse organisation qui est la Croix-Rouge française. Tester un peu les dispositifs du studio numérique, leur donner le goût de ces nouveaux usages, jouer presque et tester un peu ces tablettes numériques, ces casques de réalité virtuelle. Et on en profite à la fois pour leur glisser tous les nouveaux projets sur lesquels ils pourraient nous aider et développer toutes ces nouvelles collaborations. Comment on sélectionne les projets qu'on va pouvoir accompagner? Donc c'est un processus qui est assez approfondi, on va dire. Un processus de sélection qui est un peu différent entre aller identifier des structures, associations, entreprises, startups qui existent déjà et qui proposent des solutions et aller identifier en interne à la Croix-Rouge forcément des acteurs qui ont envie de porter un sujet d'innovation sociale. Pour nous, c'est super important d'avoir une communication qui soit la plus large et la plus inclusive possible pour que un maximum de personnes puissent avoir l'information et que ce soit pas seulement les projets initiés qui connaissent très bien les réseaux de l'ESS qui arrivent à nos oreilles. Et ensuite, c'est un processus de sélection qui est très collégial. À la suite de ça, on a 10 finalistes qui sont sélectionnés par programme et on a des jurys de sélection qui vont se réunir. Suite de ce jury-là, on va sélectionner 4 lauréats par programme, donc on ira accompagner donc sur 6 mois. Sur les parties juridiques, on apporte aussi un accompagnement. On a un partenaire qui nous aide là-dessus et qui fait toutes les saisons une petite masterclass, on va dire, à tous les projets qui sont accompagnés. On propose aussi un accompagnement financier à tous les projets qui passent par 21. Donc tous les projets reçoivent une bourse qui peut aller jusqu'à 15 000 € et qui est directement fléchée sur les expérimentations qu'ils vont pouvoir mettre en place, aussi le prototypage, tout ce qui passe avant, leurs frais de déplacement, etc. L'idée, c'est aussi que le programme puisse être inclusif. Bien sûr, 21, depuis son installation au campus Croix-Rouge, est un partenaire de la direction de l'urgence. On s'est beaucoup appuyé dessus avec un de nos bénévoles qui a créé Minutis, qui est un outil qui nous permet de travailler sur différents plans, que ce soit sur la géolocalisation de nos moyens sur l'ensemble du territoire. Des innovations venant du réseau bénévole qui ont pu bénéficier de l'appui de 21
pour se développer, parce que c'est véritablement aujourd'hui l'outil phare dans la réponse à l'urgence, qui est un outil de soutien. Après, au quotidien, la direction d'urgence et d'opération de secours est en permanence en lien avec la DINO, avec l'accélérateur, parce qu'il y a plein de projets. On est là pour avoir un regard sur les projets qui souhaitent émerger au sein de 21. Donc on est là pour pouvoir regarder quels sont les projets qui peuvent être en adéquation avec nos attentes, avec la réponse à l'urgence, mais pas que, étant donné qu'on travaille vraiment de façon transversale avec toutes les directions du siège. Ça peut être sur l'urgence, mais l'urgence, c'est aussi bien l'urgence sociale que l'urgence... voilà, c'est une urgence au quotidien, et on est là pour pouvoir travailler ensemble. Justement, c'est cette force, c'est ce partage d'informations et d'aller chercher les projets qui, demain, pourraient émerger et apporter un plus au travail de l'ensemble de nos intervenants. De retour sur le plateau. Alors, Monsieur Vallée, justement, on vient de le voir, l'accélérateur 21, est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots ? Alors déjà, il faut le resituer. C'est l'accélérateur 21, donc, qui fait partie de la Croix-Rouge française, de l'écosystème Croix-Rouge française. Croix-Rouge française, c'est, au quotidien, c'est 14 000 à 16 000 salariés, plus 60 000 bénévoles. Donc c'est un gros système qui est présent partout sur le territoire national, y compris dans les territoires ultramarins, au travers des 650 établissements, 800 implantations locales, plus une quarantaine de délégations à l'international dans des pays, essentiellement en Afrique, Afrique et Moyen-Orient, qui vont intervenir sur les différents sujets qui sont liés à la Croix-Rouge. C'est aussi un écosystème global, puisqu'on appartient à un mouvement du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale, et 21 travaille aussi, et aussi à l'initiative avec la Croix-Rouge espagnole, d'une plateforme de l'innovation entre Société nationale Croix-Rouge, pour nous permettre de nous améliorer entre nous. 21, c'est donc une filiale de la Croix-Rouge qui est rattachée à la direction de l'innovation, qui a été créée il y a 2 ans, qui, comme on a pu voir, donc, qui va avoir des projets, qui va essayer de monitorer les projets, de lancer des appels à candidature, et en fonction des retours sur les appels à candidature, en intrapreneuriat et en entrepreneuriat, vont pouvoir sélectionner un certain nombre de projets qui sont mûrs ou pas pour continuer d'avancer. C'est un accélérateur d'innovation sociale, donc on n'est pas que sur le secours, on est bien sur tout le panel, aussi bien pour les établissements, comme on voit de la télémédecine, faire de la télémédecine ou du studio numérique, donc avec la réalité virtuelle pour nous permettre d'améliorer la formation des soignants aussi également, notamment des auxiliaires de vie sur la prise en charge des personnes âgées. Donc il y a tout un dispositif qui a été mis en place et qui est issu justement de 21 pour pouvoir fonctionner. C'est pas que du numérique, 21, c'est aussi des process, c'est aussi des changements, des façons de faire, des changements de façon de faire parfois, qui sont aussi assez intéressants, des mises en place de nouvelles technologies. Un des derniers projets qui a été mené à 21, c'était à Saint-Martin, donc c'est la suite des ouragans Irma, José Maria, et c'est comment améliorer la prise en charge des personnes avec le problème du cash qu'on peut avoir là-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de la monnaie comme ça, de l'argent comme ça, donc avec un système de cartes, avec un système d'aide alimentaire sous forme de cartes, où on va aller chez les commerçants, donc comment sécuriser tout cet écosystème, comment se servir des différents fonctionnements, et donc changer, révolutionner complètement l'aide qu'on peut avoir habituellement. Donc c'est des projets qui marchent plus ou moins bien. Celui-là, il a bien marché. Stéphane parlait de Minutis, donc c'est pareil, c'est un dispositif qui marche très bien, qui a fait toutes ses preuves pendant la crise Covid, qui est issu des attentats. Minutis, à la base, c'est un projet qui traînait dans les tiroirs, c'est une équipe de bénévoles qui bossait dessus depuis quelques temps, ça avançait pas. 13 novembre 2015, les attentats. 14 novembre 2015 au matin, on m'a dit on est vraiment trop bête, on aurait dû avancer sur le projet. J'ai dit bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Le dimanche soir, ils m'appelaient, on m'envoyait un lien et le projet était déjà sur le web et tout avait été, ils avaient tout bossé dans le week-end. Donc c'est une équipe de 5 bénévoles qui font ça depuis 2015 et depuis c'est quelque chose qui a tout, qui a grandi, qui fait plus que de la géolocalisation, mais qui va jusqu'à la prise en charge, la fiche d'intervention, la gestion des moyens, donc qui est extrêmement complet et extrêmement large. Et c'est ça aussi l'innovation, c'est aussi laisser les bonnes idées germer et leur dire allez-y, faites-le, vas-y, fonce, avancez. Et puis de toute façon, quel risque on prend? Enfin, on va le faire, il va prendre du temps pour le faire. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est le droit à l'erreur, c'est le droit à l'échec.
Pour le coup, ça a marché. Il y a certainement d'autres projets qui ont moins bien marché. Il y a des choses dans Minutis qui marchent moins bien que d'autres, bien évidemment. Mais c'est le droit à l'erreur, il faut s'améliorer et c'est laisser aussi des chances aux bonnes idées, aux compétences, parce qu'on a des pépites, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a des pépites dans nos professionnels, dans nos bénévoles, on a des gens qui ont envie de lancer des choses. On a tout un tas de projets sur la personne âgée, sur nos établissements qui ont été menés, qui sont des projets qui viennent du terrain. C'est des salariés qui ont proposé des projets, qui sont mis en œuvre et qui ont été démultipliés. On a un terrain d'expérimentation phénoménal à travers de toutes nos actions, de tout notre panel, comme les SDIS, comme les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. À travers de tout ce qu'on fait par rapport à ce qu'on souhaite, on a un terrain qui est énorme. Donc on peut faciliter. Il faut réussir à trouver l'adéquation entre comment on fonctionne, comment ça fonctionne en France, comment fonctionnent nos organisations, dans quel écosystème on est, parce qu'on peut changer le fonctionnement de certaines organisations, mais l'écosystème, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des lois, c'est bien normé, c'est très carré, donc il faut qu'on rentre dedans, et quel est l'intérêt. Donc c'est vrai qu'on a parfois, nous, des projets qui vont être plus orientés à l'international, parce qu'à l'international, on a parfois moins de législation, moins de contraintes, où l'écosystème est beaucoup plus vide. On a la chance d'avoir des sapeurs-pompiers, on a la chance d'avoir des SAMU, on a la chance d'avoir des hôpitaux. C'est pas forcément le cas à l'étranger. Donc dans cette partie-là, voilà, à l'étranger, on va être obligé de revoir des fonctionnements. Donc on a des libertés plus larges. Il faut aller plus loin pour pouvoir être le plus efficient possible et apporter toujours pareil le soutien à la population, leur permettre de vivre, peut-être parfois de les sauver, mais c'est aussi d'apporter le savoir, tout simplement, et puis la sécurité de nos intervenants, parce que c'est toujours les deux schémas qui sont prioritaires pour tout le monde. Non, vous disiez c'est important de laisser pousser la graine et de laisser les projets mûrir et prendre en maturité. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir un certain cadrage quand même dans la sélection de vos projets. J'imagine qu'on ne peut pas tout prendre, tout et n'importe quoi, et puis accompagner n'importe quel projet. Donc voilà, il y a quand même un cadrage qui est mis en place et on a quand même certaines obligations qui sont placées. Tout à fait, c'est un accélérateur, c'est pas un incubateur non plus. C'est un accélérateur d'innovation sociale. Donc on est bien déjà un projet qui est déjà maturé, qui a déjà avancé, qui est déjà un minimum conçu. Donc on va l'accélérer pour qu'il passe dans une phase de production, dans une phase de test, mais il y a déjà l'idée qui est bien avancée. Donc on a des projets qui peuvent être vus en comité de sélection, qui sont extrêmement intéressants, où les idées sont exceptionnelles, où on va leur dire pour l'instant non, c'est trop tôt, mais revenez, continuez de travailler dessus, revenez dessus, c'est là où c'est important, et revenez nous voir plus tard. On ne ferme pas des portes, on ne ferme pas la porte. C'est aussi parfois, il faut travailler un petit peu, revoir sa copie, entre guillemets, où c'est trop local. Il y a aussi une vocation pour nous de pouvoir le généraliser ensuite, donc de pouvoir le proposer aussi sur le territoire national et pourquoi pas même aux autres sociétés nationales, aux autres Croix-Rouges. On prend l'exemple de l'innovation. L'innovation, je disais, c'est pas que de la technologie. Vous prenez, pour la crise Covid, on a créé Croix-Rouge chez vous. Donc justement pour de la lutte contre l'isolement social, avec un dispositif de conciergerie, avec un dispositif d'écoute. Le dispositif d'écoute, il existait déjà. Le dispositif de conciergerie, il n'existait pas. Tout ça, c'est venu des idées de Carrie Lerouet, d'un certain nombre de choses, mais c'est aussi venu parce qu'on a regardé ailleurs comment ça se passait. Et la Croix-Rouge italienne avait un dispositif un peu équivalent, et en fait, on s'est appuyé sur ce qu'a fait la Croix-Rouge italienne. Toutes les équipes se sont appuyées sur les différents projets qu'on a pu retrouver, Croix-Rouge italienne, Croix-Rouge espagnole, leurs process, et les remettre en place par rapport à les adapter à la France. Et l'équipe qui a travaillé sur Croix-Rouge chez vous, ils ont travaillé d'arrache-pied. Ça a été un dispositif qui a été monté en 4 jours grand maximum, puisqu'il était opérationnel peu de temps avant, il a été lancé juste avant le premier confinement. Donc c'est quelque chose qui a été très très vite. C'est aussi ça la force de l'innovation. C'est changer de paradigme, changer de prisme, être capable d'avancer très vite, être capable d'être plus agile pour répondre à une problématique, répondre à une attaque extérieure. Enfin, voilà, c'est donner de l'agilité à tout le dispositif pour fonctionner, s'adapter au mieux aux problématiques d'aujourd'hui qui vont très vite. Bien voir que le monde aujourd'hui, il bouge 10 fois plus vite que ce qu'on peut penser. Auparavant, on mettait 5 ans, 10 ans pour avoir une avancée technologique, une avancée de process et autres. Aujourd'hui, c'est 6 mois. Vous mettez un dispositif en place, 6 mois après, si vous ne l'avez pas fait évoluer, il est plus valable. Donc, il faut aller très très vite et il faut se mettre dans ces conditions. Et c'est bien d'avoir aussi l'innovation
l'innovation, des extraterrestres comme à 21 parfois, qui nous poussent aussi, qui nous donnent des idées et qui sont tenaces. Et, parce que c'est pas simple, il faut travailler avec tout le monde. Hein. C'est le problème de ces labs, c'est travailler avec tout l'écosystème, travailler avec tout le monde, emmener tout le monde. Donc revenir à la charge, c'est toujours en plus de ce que vous faites habituellement, en plus de votre charge de travail classique. Donc ils ont beaucoup de courage, beaucoup de mérite aussi pour aller nous chercher en permanence. Mais c'est beaucoup de bonnes idées qui sortent et qui s'appliquent très facilement après sur le terrain. Ça, c'est vrai ce que vous dites, tout l'enjeu, on va dire, aussi de ce type de structure, et aussi l'enjeu et aussi la nécessité de ce type de structure, c'est justement la coordination de l'innovation. Et je pense que, comme vous l'avez très bien dit, je ne sais pas comment le résumer, mais le fameux côté plus entreprise, time market, entre guillemets, il faut que ça soit dans le bon temps, dans le bon timing, on va dire, par rapport aux besoins et par rapport au marché, donc plus dans le monde de l'entreprise. Mais aussi, ça, il faut le coordonner par rapport, donc, quels sont nos besoins, quelles sont les capacités de déploiement, sur quel type de technologie on veut investir pour le monde du secours, etc. Et quelles sont les technologies qui sont matures pour pouvoir répondre à ce besoin, parce que ça sert à rien de lancer des programmes, entre guillemets, sur, je sais pas moi, n'importe quoi, sur de la connectivité ou sur de l'intelligence artificielle pour tel domaine, si derrière on a des technologies qui ne sont pas matures. Aucun intérêt. Et c'est bien la nécessité indispensable d'avoir des structures comme l'accélérateur 21, comme le Lab Secours, pour justement identifier aussi la maturité des technologies et voir sur quelle capacité, en tout cas, ça pourrait répondre dans le milieu des secours. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment important. Cette coordination, elle est vraiment indispensable. Ouais, même aller plus loin encore, mettre en parallèle avec les projets qui sont en cours. Il y a des projets structurants, que ce soit Nexis, que ce soit les réseaux radio du futur, avec l'arrivée de la 5G, etc. C'est des projets structurants. Donc si dans les projets qu'on essaye de monter maintenant, on ne prend pas en compte cet écosystème, c'est des projets qui vont tomber par la suite, qui ne serviront à rien. Donc il faut aussi avoir cette vision 360, prendre en compte l'environnement global, et l'environnement dans son innovation, mais aussi dans ses freins, et là où il va falloir aller faire levier, essayer pour pouvoir avancer, parce que l'innovation, ça peut être facile quand on est en propre, si on travaille sur on peut faire un certain nombre de choses. Dans le monde du secourisme, c'est beaucoup plus compliqué. On est un acteur parmi d'autres, même si on est maître sur un certain nombre de choses, sur la transmission d'un bilan, sur la problématique de la santé, donc l'envoi de l'ECG, ça pourrait être tout un tas d'autres choses, l'envoi d'autres paramètres, la télémédecine, hein, pourquoi pas avoir de la télémédecine demain, en tout cas pour la prise en charge d'un certain nombre de pathologies dans des dispositifs prévisionnels de secours ou dans un VSAV, c'est tout à fait possible, technologiquement tout existe, hein, pour le coup ça existe déjà, c'est prêt, c'est vendu très largement. Faut-il que toute la chaîne accepte cette innovation? Et si toute la chaîne n'accepte pas ça, c'est voué à l'échec. C'est des projets qui aboutissent pas parce que de toute façon, on a un bout de la chaîne qui marche pas. C'est ça, et comme vous disiez, les freins à l'innovation, j'imagine que les normes, le respect des contraintes réglementaires, les fonds, même le fonds, trouver des fonds pour financer les innovations, j'imagine que voilà, ça freine aussi l'élaboration du Lab Secours, par exemple. Je dirais pas forcément ça, dans le sens où si c'est pris dès le départ dans une stratégie vraiment importante et globale de ce que l'on veut réellement faire. C'est-à-dire que la normalisation aussi, elle participe, entre autres, à pouvoir justement protéger les technologies que l'on a sur notre territoire, ou les pépites et les briques technologiques que l'on a réussi à créer en France, on va dire, sur certains sujets. Donc l'enjeu de la normalisation, elle est à la fois un frein peut-être sur certaines choses, parce qu'il faut peut-être modifier un cadre normatif qui pourra peut-être effectivement bouleverser un écosystème déjà en place, ça c'est une réalité, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on fait, mais ça va pouvoir aussi permettre de pouvoir, à cette technologie ou à cette entreprise-là, de pouvoir se développer et de manière beaucoup plus importante sur le plan économique, notamment à l'international. Donc il y a aussi cet aspect-là aussi à prendre en compte dans la normalisation. Après, sur l'aspect financier, je pense qu'il y a... Donc déjà, oui, certes, il faut des budgets dédiés. Ça c'est un frein vraiment fondamental. Il faut être aussi en capacité de connaître, on va dire, les modes de financement de ce dispositif. À l'Europe, par exemple, il y a énormément de dispositifs qui existent au sein des régions, au sein des départements, peu importe, mais il y a énormément de choses à faire. Les entreprises elles-mêmes aussi peuvent aller chercher,
on va dire, de l'argent financé pour pouvoir expérimenter derrière en local dans les services publics, notamment comme le nôtre. Donc il faut justement accompagner ce type de projet et les accélérer. Et c'est tout l'objet, on va dire, de ce Lab Secours. Donc oui, il y a des freins, ils existent. Oui, il y a des contraintes normatives. Oui, il y a des contraintes juridiques. Le tout, c'est de les connaître, de bien les appréhender et de trouver les mécanismes qui nous permettent quand même de pouvoir innover et d'accélérer parce qu'elles sont nécessaires, ces normes. Ces vecteurs juridiques sont nécessaires, ils sont indispensables, c'est pas le sujet. Le tout, c'est de, dès le départ des projets, bien orienter les choses et bien les présenter pour que ça rentre justement dans ces problématiques. Mais c'est là l'intérêt aussi, je pense, du Lab Secours, de 21 et d'autres accélérateurs dans leur domaine de compétences. C'est mettre les gens ensemble et créer cette dynamique quand ils sont dans leur projet, c'est avoir un temps ensemble et rester dans la dynamique et se challenger, etc. Mais c'est aussi apporter toute la connaissance sur la recherche de fonds, sur les problèmes juridiques, sur la RGPD. C'est un véritable enjeu aujourd'hui, toute la protection des données. Et ça peut être un frein à toute l'innovation si on ne prend pas en compte. Mais c'est vraiment travailler en amont dessus. Travailler en amont, avoir toutes ces équipes d'expertes qui peuvent être lourdes, cette connaissance qui peut être lourde et que quand je suis innovateur, j'ai pas envie de travailler là-dessus, qui vont justement m'aider, me conseiller et me permettre d'anticiper au mieux ces différents problèmes. Si je les ai vus avant, je gagne un temps phénoménal. C'est tout bête, aujourd'hui, ne serait-ce que la déclaration de votre application à la CNIL, si besoin est, la petite phrase qui va bien, le fait qu'on prenne bien le consentement des personnes, c'est des choses... C'est des choses très simples, mais il faut y penser. Et si on n'y pense pas, malheureusement, ça peut être très embêtant. Super. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations sur le Lab Secours et sur l'accélérateur 21. Maintenant, place à notre rubrique « Les innovations à la loupe ». Alors, première innovation, c'est le multiscope qui est commercialisé par Solid Robotique. Le robot multiscope est équipé d'un moniteur de mousse ou d'eau modulaire avec un débit de 3000 litres par minute. Le multiscope est conçu pour être utilisé pour l'extinction industrielle d'entrepôts, de tunnels ou d'incendies de forêt. Il a 4 conduits d'eau et il s'agit d'un ensemble puissant qui fonctionne comme une extension pour les pompiers pour éteindre les incendies dans les zones dangereuses ou difficiles d'accès. Place à présent à Mulevue, conçue pour fluidifier les urgences et optimiser le travail des radiologues. La solution Mulevue s'appuie sur l'intelligence artificielle pour interpréter et catégoriser les radiographies. Un outil qui permet ainsi de traiter des millions d'images et qui a permis notamment de décharger la partie non-Covid de l'hôpital pour concentrer les forces sur les services en difficulté. Après 2 ans et demi de développement, l'algorithme est aussi capable de traiter et d'analyser des radios de fractures. La nouveauté, c'est la balance Ford. On vient de nous l'annoncer, c'est la balance anti-surcharge numérique embarquée qui permet au conducteur de voir en temps réel le poids total du véhicule chargé et la répartition des masses sur chaque essieu. Un signal sonore retentit si le véhicule dépasse le PTAC réglementaire. Déjà présent sur des véhicules civils, nous venons d'apprendre en exclusivité que cette balance est prochainement présente sur des véhicules de secours type ambulance. Pour terminer, l'aéroglisseur IH3 de Warcraft, commercialisé par Fire Technologies, sont des embarcations amphibies permettant de traverser différents types de surfaces et sont une solution efficace pour les rivières avec peu de profondeur ou des rapides ou encore les plages avec des marées hautes et des marées basses. Lors d'innovation, il peut également accéder aux eaux chargées en algues. D'une longueur de 4,34 m et d'une charge maximale de 306 kg, la vitesse maximum de l'aéroglisseur est de 25 nœuds sur l'eau et de 35 nœuds sur la glace. Voilà, messieurs, les 4 petites innovations. Maintenant, je vais faire appel à vous. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un coup de cœur? Ou est-ce que pas du tout, il y en a une que vous vous êtes dit non, ça, en termes d'innovation, c'est pas du tout pertinent? Monsieur Fischer. Après, c'est difficile, effectivement. Je pense qu'elles sont à la fois toutes pertinentes. C'est pas... Celle qui attire moi le plus d'attention, on va dire, quand on a regardé, c'est peut-être effectivement l'intelligence artificielle avec la radiographie. Je pense qu'effectivement, on voit bien toute l'expertise. Je crois que ça a été aussi fait dans la détection de certains cancers. Donc on voit bien aussi toute la capacité, on va dire, aujourd'hui des technologies à pouvoir gagner en efficacité. Et pour gagner en efficacité là-dessus, je pense que c'est vraiment, ça apporte une plus-value réelle, on va dire, pour les opérateurs, pour les radiologues, etc. Après, effectivement, il y a ce côté aussi, toute l'arrivée de la robotique, on va dire, dans notre environnement aussi opérationnel, et puis surtout cet enjeu d'interface homme-machine et comment on utilise, on va dire, ces robots dans notre environnement opérationnel. Donc je pense que non, il y a quand même des choses énormément à faire dans ce secteur, donc c'est très bien.
Monsieur Vallée, un coup de cœur, l'aéroglisseur par exemple, non? Vous voyez bien? Non, je ne suis pas trop dans ces domaines-là, donc pas trop. Forcément, la sécurité, donc forcément toute la partie poids, justement, parce que c'est un vrai problème sur nos véhicules de soutien. Et on a tous connu les véhicules surchargés avec des pneus qui éclatent, etc. C'est la vraie vie, ça s'est passé, et c'est la sécurité, donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Voire même d'avoir la contrainte, pourquoi pas le coupler aussi avec un anti-démarrage à un moment donné pour forcer la personne, comme on a l'alcotest dans les autocars qui empêche de démarrer. Pareil, à un moment donné, je pense qu'il faut le faire parce que c'est sa sécurité, c'est la sécurité des autres sur la route. Et effectivement, tout le reste, tout ce que vous disiez, voilà, c'est de toute façon toutes ces innovations qui sont indispensables à nos différents métiers. Pourquoi pas demain un exosquelette? Pourquoi pas aller encore plus loin sur l'intelligence artificielle, sur comment se rendre le plus rapidement sur une intervention en évitant les bouchons, etc. Et en prenant en compte qu'un véhicule peut passer ou pas, parce qu'en fonction de la taille des véhicules, notamment chez les sapeurs-pompiers, c'est encore plus compliqué que nous. Donc tout ça, demain, ça peut arriver. Ils en sont capables. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui en sont capables de nous trouver ce type d'idée. Pourquoi pas dérouler dans la prise en charge. Demain, moi, je vois bien la prise en charge d'une victime. Je suis chef d'équipe, chef d'intervention. Je déroule et j'ai une aide à la décision. Je ne vais pas parler de décision, mais j'ai une aide à la décision qui me permet, en fonction de ce que je note, de pouvoir m'aiguiller aussi, de me dire attention, il y a peut-être ça ou ça, et de m'aider. Ce qui est quand même bien sur un certain nombre de pathologies qu'on ne voit pas souvent. Ça peut nous aider, ou parfois ça peut alerter un petit peu plus et éviter aussi l'erreur, parce qu'il y a le droit à l'erreur. Et on peut être fatigué, après une garde de 24 heures ou 12 heures ou après X interventions, on est fatigué, il faut être honnête. On est tous fatigués et on peut passer à côté de quelque chose, sauf qu'on a la vie de personne entre nos mains. C'est pour ça qu'on travaille en équipe aussi, parce que à 3 ou à 4, on limite le risque d'erreur. C'est ça l'importance de l'équipe, c'est aussi ça, c'est nos vies, c'est la vie des gens qu'on a entre nos mains, et tout ça, ça peut nous améliorer. Oui, puis finalement, avoir des innovations qui nous aident dans les prises de décision et qui complètent, c'est vraiment important. Et il ne faut pas prendre ce type de sujet non plus comme un remplacement, on va dire, de l'humain, qui doit rester au centre, mais bien comme une aide, comme un outil supplémentaire. Notamment, là, on a bien vu avec l'exemple de la radiologie, ça ne remplacera pas forcément les radiologues, mais en tout cas, ça les aide à une prise de décision et pouvoir détecter, notamment sur le cas des cancers des seins chez les femmes, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est des choses qui apportent une plus-value, en fait. À l'œil humain, ça augmente quelque part un petit peu, mais l'humain reste au centre. Et ça, je pense que c'est aussi important en termes de conduite de changement. C'est pas un remplacement des méthodes, c'est pas un remplacement des choses qui sont en place, c'est juste une aide, un outil supplémentaire, une brique qui vient compléter quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi à pouvoir disséminer, car des fois, on prend l'innovation comme une rupture à chaque fois, fondamentalement. Parce que forcément, avec l'univers numérique, on a Airbnb qui a juste disrupté, on va dire, toute la chaîne de valeur de l'hôtellerie, alors qu'il ne possède aucun immeuble. On a Uber à l'époque aussi avec les taxis. Donc, on a toujours cette notion qu'une innovation va casser brutalement quelque chose déjà en place. Non, une innovation, c'est pas que ça. C'est pas qu'une innovation de rupture, il y a aussi une manière agrémentale qui va permettre d'améliorer les choses au quotidien, le fonctionnement, et pouvoir justement apporter quelque chose, une plus-value à ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Et c'est surtout ça qu'il faut axer, je pense. Il y a un bel exemple dans ce que tu dis, c'est la défibrillation semi-automatique qui a été mise en place en 2001, qui s'est démocratisée, qui permet de sauver des vies au quotidien. Il ne remplace pas l'homme, il ne remplace pas l'humain. C'est bien quelque chose qui vient en plus et qui nous permet de sauver des vies. Et c'est ça l'objectif. Bien sûr. Mais justement, en termes de soutien, on va passer à notre innovation internationale. Et du coup, vous avez parlé de l'exosquelette. Et bien, c'est le cas. C'est ce que nous allons voir maintenant, notre innovation internationale qui va être diffusée sur l'écran. Donc, l'exosquelette, c'est un fabricant chinois qui vient de le livrer. Donc, son dernier exosquelette, système d'exosquelette motorisé pour les pompiers. Voilà, vous allez le voir à l'image juste ici. Ce système d'exosquelette sera appliqué pour améliorer la capacité de charge d'un pompier jusqu'à 50 kg, facilitant ses mouvements dans des environnements complexes tels que les zones de montagne ou dans les bois. La combinaison a été développé par Human Function Enhancement Technology Research Center et il ne pèse que 11 livres grâce à sa structure en fibre de carbone et sera capable d'économiser aux pompiers plus de 50% de l'énergie dépensée tout en effectuant un certain nombre de tâches différentes, notamment marcher, grimper ou porter de lourdes charges. Voilà, donc vous le disiez, vraiment là on est dans l'accompagnement du sauveteur, l'accompagnement des pompiers, c'est ce que la Chine vient de mettre en place. J'imagine qu'il existe aussi des exosquelettes français, bien évidemment, mais à quand finalement l'accompagnement de nos pompiers à nous avec ce type de mécanisme?
À quand c'est la loi du marché qui le déterminera. Le tout, oui, effectivement, on a aujourd'hui, que ce soit en termes d'université, que ce soit en termes de filière industrielle, je pense qu'on a la capacité en France de pouvoir produire ce type d'exosquelette pour pouvoir accompagner justement nos pompiers, mais encore une fois, c'est le pourquoi. Et si c'est pour rentrer dans une démarche, on va dire, de prévention des risques, pour nos sapeurs-pompiers ou pour les personnels bénévoles de la Croix-Rouge, pour qu'ils soient en meilleure santé à la fin de leur vie, que ça a un sens en fait finalement. Et c'est ça aussi le plus important, et pas pour, on va dire, être dans une logique de surperformance, on va dire, par rapport à l'existant. Oui, là, c'est vraiment une innovation, et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et un peu pour toutes les innovations, ce qui est important, c'est que oui, ça a un coût au départ. L'exosquelette, oui, très certainement, ça aura un coût au départ pour équiper peut-être dans le futur nos services départementaux d'incendie et de secours. Néanmoins, combien ça va rapporter in fine à la fin, quand on aura des sapeurs-pompiers à ne pas accompagner pour des problématiques de dos, pour des problèmes articulaires, en fin de carrière, après une carrière, la plupart des gens commencent à 20 ans, entre 20 et 30 ans, et ils arrivent à 60 ans, d'une carrière de sapeur-pompier en opérationnel, c'est pas de tout repos. Donc effectivement, après derrière, il y a des conséquences aussi d'un point de vue de la santé, et combien ça va rapporter d'avoir de ce type d'outils. Et c'est cette chaîne de valeur globale, en fait, qu'il faut prendre en compte, même dans l'innovation, pour justement voir cette capacité financière, de rentabilité, excusez-moi du peu, mais c'est vraiment le sujet. Des fois, le frein à l'innovation, c'est l'investissement, on va dire, qu'on va faire au départ. Mais cet investissement, qu'est-ce qu'il va rapporter in fine à la fin? Et c'est ça qui est important. Regardez la robotique tout à l'heure. Ok, ça coûte cher un robot, mais à terme, combien de sapeurs-pompiers ne seront pas engagés déjà face à un danger immédiat? Donc ça, c'est déjà le premier point. Combien de sapeurs-pompiers je vais pouvoir économiser? Parce que peut-être qu'avant, il m'en fallait 10 pour faire un établissement de grande longueur. Maintenant, peut-être qu'il m'en faut plus que 2. Donc en termes d'engagement opérationnel, forcément, c'est beaucoup plus viable, on va dire, à court terme. Donc c'est sur ces sujets-là qu'il faut réfléchir. Et vraiment, cette culture d'innovation doit aussi entrer là-dedans. C'est vraiment le cycle de vie, l'ensemble des choses qu'il faut voir et surtout ce que ça peut rapporter à l'avenir. Et si on prend en compte ça, je pense que ça peut être très, très pertinent. L'exosquelette dans le milieu associatif. Gadget ou utile? Non, mais c'est tout ce que tu viens de dire, en fait. Hein. C'est limiter le port de charge. Aujourd'hui, vous faites un relevage, vous avez quelqu'un qui peut être particulièrement lourd, vous avez ce type de choses, ça vous facilite quand même grandement la vie. C'est aussi, forcément, moi j'ai mon côté aussi employeur, donc c'est aussi pour tous nos soignants, tous nos aides-soignants, tous les gens qui au quotidien font des toilettes de personnes âgées ou de personnes malades ou de personnes en situation de handicap. C'est des révolutions qui vont permettre de faciliter leur travail. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est bien cette partie-là, c'est faciliter le travail, limiter l'impact sur tous les problèmes de dos qu'on peut avoir, c'est tout ça. Et puis, faciliter une prise en charge. Vous pourrez prendre en charge immédiatement une personne, alors que dans certains cas, vous êtes obligé de faire venir 3, 4, 5, 6 personnes. Donc c'est améliorer la sécurité. C'était bien l'objet qu'on pouvait donner. La sécurité, c'est aussi la sécurité de nos personnels, c'est aussi son bien-être. Et je pense qu'il vient pas pour avoir mal, il vient pas pour se faire mal. C'est pour ça que maintenant, dans les ambulances ou dans les VSAV, dans plein d'endroits, on a des tables électriques. C'est pas parce que on n'arrivait pas à remonter la table mécanique, mais enfin, quand il y a quelqu'un qui pèse très lourd, c'est quand même plus confortable d'appuyer sur le bouton que de remonter la table, ou parfois il faut être à 2 ou à 3 pour la pousser, très clairement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette participation aujourd'hui à cette émission. Merci à tous d'avoir été présents pour cette 4e émission du Live Innovation. Merci à tous nos téléspectateurs. À très bientôt sur le Live Innovation.